Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle et deuxième édition de la quotidienne du Nakat Show, une émission en deux parties, décryptage de l'actualité économique française et internationale, dans le but de vous apporter des éléments de compréhension sur ce que vous voyez aux infos et que parfois vous pouvez ne pas comprendre, parce qu'on n'a pas tous fait écho, on n'a pas tous des licences, on n'a pas tous des diplômes pour comprendre tout ce qui se dit dans des jargons très techniques et financiers. Et deuxième partie de l'émission, keynote entrepreneuriale, on a parlé hier, je ne sais pas trop comment l'appeler encore, mais conseils de vie pratico-pratiques pour réussir à avancer sereinement sans les polluants, les gens qui vont apporter de la négativité dans vos vies. On en a parlé hier, les Nakat Show, Nakat Media, c'est le business de la vraie vie, ça c'est ce que je dis souvent, mais c'est surtout le média qui parle vrai. Ici, on est là pour dire les choses, expliquer les choses et parler de la vraie vie. On n'est pas là pour vous dire oui, il faut faire du business, il faut gagner de l'argent, fais ci, tu vas devenir millionnaire. Très peu pour moi, ça ne m'intéresse pas. On n'est pas sur un compte Instagram de trader qui veut vous aider à devenir milliardaire avec un DM. C'est pas du tout le but. Ici, on parle de la vraie vie, sans langue de bois. Et on commence du coup aujourd'hui nos sujets. Donc le sujet éco, on va parler du fiasco, de la honte, de la taxe Zuckman, qui a été un gros débat en France jusque là au dernier mois 2025. Donc on va parler de tout ça. Comment est-ce que cette taxe-là est une taxe imaginaire sur de l'argent qui n'existe pas? Et est-ce que ce ne serait pas aussi le coup de trop pour les entrepreneurs français et pour les grands dirigeants d'entreprises? Et est-ce que ça ne les inciterait pas peut-être aussi à quitter la France et à partir de ce pays où on pense que pour réduire la dette publique, il faut juste taxer et retaxer les gens qui essaient de s'en sortir dans la vie. Et le sujet keynote, le sujet conseil de vie du jour sera comment est-ce que, ou plutôt pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à aimer ses haters, les haters, comme on dit en France. Pourquoi est-ce que c'est bien les gens qui vous critiquent? Pourquoi il faut aimer les gens qui vous critiquent, qui parlent mal de vous dans vos commentaires, qui parlent mal de vous dans votre dos? Ces gens-là sont incroyables, perso, moi je les adore. Donc on va parler de pourquoi il faut aimer ces gens-là et pourquoi est-ce que ça va nous aider aussi à évoluer et pourquoi, bien sûr, c'est compliqué pour certains. Donc beaucoup de sujets, beaucoup d'infos qu'on commence donc directement avec cette taxe Zuckman, un nouvel impôt pour les grandes fortunes. On commence par la présentation, bien sûr, Gabriel Zuckman, qui est cette personne qui a donné son nom à un projet de loi sur une éventuelle adoption de budget 2026 qui a été voté récemment. Gabriel Zuckman est un économiste français très coté, entre guillemets, reconnu dans son milieu pour ses études sur l'inégalité, sur l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, qui est depuis peu, si je ne dis pas de bêtises, depuis 2023, ce sera corrigé si je me trompe, juste en bas de votre écran, directeur de l'école d'économie de Paris. Et en soi, donc cette taxe Zuckman qui porte son nom, le but est simple, taxer efficacement les grandes fortunes parce que en proportion, la classe moyenne paie moins d'impôts que les riches. Ça, c'est le constat qui est fait par Gabriel Zuckman et par un certain nombre aussi d'économistes. On dit qu'on est un des pays les plus taxés d'Europe, du monde, il y en a certains qui disent ça aussi. En France, on a déjà un certain nombre de taxes, il faut en être conscient. Après, à combien sont taxés certains comparés à d'autres, ça c'est un autre débat. En France, on est dans un pays où on a donc l'impôt sur les revenus, on a l'impôt sur la fortune immobilière, qui a remplacé l'impôt sur la fortune, qui a du coup disparu sous le deuxième gouvernement d'Édouard Philippe. On a bien sûr des taxes diverses, TVA, qu'on paye de partout, 20%, 5% dans les restaurants, donc c'est quelque chose aussi que l'on paye souvent. On est aussi bien sûr taxé sur nos salaires, on ne touche pas le brut, donc c'est qu'il y a une raison, c'est de la taxe aussi qui vient. Quand on essaie d'entreprendre, on a l'impôt sur les sociétés, on a l'impôt sur les bénéfices, on a l'impôt sur les dividendes. Donc on est déjà dans un pays avec pas mal d'impôts où, pour être cash et honnête, on est dans un pays où on ne fait que payer. On est dans un pays où on paye. C'est la France. Ce système-là évolue
avec cette proposition-là de taxe Zuckman. Spoiler alert, elle n'est pas passée. Elle a été rejetée pendant les débats pour la validation du budget 2026. Donc, cette proposition, c'est quoi ? J'ai pris les infos pour vous donner justement l'exactitude de chaque pourcentage. C'est donc un impôt minimal sur la fortune de 2% sur le patrimoine des personnes ou des entreprises qui en ont un de plus de 100 millions d'euros. Donc, bien sûr, je l'ai dit, rejeté le 31 octobre. Mais pour mettre un peu les choses en lumière, faut savoir, il faut être conscient. Donc, ça a fait un gros débat en France. Vous l'avez vu sur toutes les chaînes d'infos. Vous en avez probablement parlé au travail, avec vos amis, avec votre famille. Cet impôt aurait concerné 4000 personnes en France. 4000. On est 68,4 millions. On était 68,4 millions au 1er janvier 2024 en France. Donc on parle d'un impôt sur 4000 personnes sur 68 millions de personnes. Donc on est dans un pays qui, bien sûr, taxe, mais on est dans un pays aussi où on va faire des débats, on va dépenser de l'argent public et on va faire des longs discours à la télévision pour taxer 4000 personnes. Moi, je trouve ça grave. Après, chacun son avis. Mais je trouve ça très grave. On est dans un pays où les hôpitaux publics manquent de fonds, manquent d'investissement, manquent d'argent, manquent de personnel. On est dans un pays où les professeurs sont sous-payés, qui doivent gérer des classes de 40 élèves, plus de 40 des fois. On est dans un pays où les forces de l'ordre sont sous-payées. On est dans un pays où les pompiers sont sous-payés. Et on fait des grands débats pour 4000 personnes sur un nouvel impôt. Élément aussi important qui a été soulevé par plusieurs économistes français, c'est que selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette taxe aurait même été anticonstitutionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle représenterait une charge fiscale excessive pesant exclusivement sur une minorité, donc les 4000 personnes sur les 68 millions de personnes qu'on est aujourd'hui. Donc en fait, cette nouvelle taxe, en tout cas ce projet, c'était donc un plancher fiscal où si on estime que quelqu'un n'a pas payé assez d'impôts à la fin de l'année, après avoir tous les impôts dont on a parlé tout à l'heure qui soient passés, on va rajouter, cette personne va devoir payer la différence. Si les impôts qu'elle a payés en tout cas, comparés à la valeur nette de son patrimoine, si tant est qu'il soit au-dessus des 100 millions d'euros, on fait payer la différence. Cet objectif est très simple, c'est un objectif de taxe qui tient en 4 points. Renforcer la justice sociale, financer les biens publics, réduire les inégalités de richesse et restaurer la légitimité de l'impôt, une légitimité sur laquelle beaucoup ont leur doute aujourd'hui dans ce pays. Mais cette taxe a fait grand débat pour diverses raisons. La première, risque de baisse d'investissement dans le pays, baisse d'innovation aussi, parce qu'il s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'innovation, et après ça va en ricocher jusqu'à ce qu'on ait un pays encore plus mal en point que ce n'est le cas aujourd'hui. Baisse d'attractivité économique en France, et aussi on a quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais vu en France, où on taxe de l'argent qui n'existe pas, donc c'est ce que je disais en préambule, avec la taxe Zuckman, on va taxer la valorisation des entreprises. On en a parlé hier quand on parlait du rachat de Warner Bros. Discovery. Et la valorisation d'entreprise, c'est pas de l'argent que l'entreprise possède. Une entreprise est valorisée, va avoir une valeur monétaire et financière parce qu'elle a un certain nombre d'éléments à sa position, des partenariats, des clients de renommée. Et c'est pour ça que Netflix vaut 300, 500, je sais plus, milliards de dollars aujourd'hui. Parce qu'ils ont un catalogue énorme, ils ont des partenariats de folie, ils ont des stars qui travaillent avec eux, ils ont produit des séries originales. Et c'est pour ça que Netflix vaut ça. Ça ne veut pas dire que Netflix a sur leur compte, c'est pas dire qu'ils ont aujourd'hui 400 milliards de dollars sur leur compte. C'est pas comme ça que ça marche. L'argent qui tourne et la trésorerie d'une entreprise, c'est aussi encore quelque chose de différent. Donc là, on veut taxer. Donc, par exemple, vous avez donc une boîte qui vaut 100 milliards de dollars ou d'euros. Et vous allez payer une taxe sur ça, même si vous ne faites pas 1 euro de bénéfice, même si vous ne faites pas en soi de chiffre d'affaires. Et c'est ça le scandale, et c'est ça qui a posé problème à beaucoup de monde, vous compris, je pense. Mais pour mettre un peu la chose dans le contexte, parce qu'il faut bien se rendre compte à quel point c'est aberrant et c'est une honte de proposer ce type de loi aujourd'hui. Combien vaut votre vie ? À combien vous estimez votre propre vie ?
Eh ben, ça a été calculé. Et ça s'appelle la valeur statistique de la vie, qui est en soi combien on est prêt à payer pour diminuer le risque de décès. C'est ça, la valeur statistique de la vie, combien vaut votre vie. Votre vie vaut, aux États-Unis, entre 11 à 12 millions de dollars. Votre vie vaut en Europe entre 3 à 5 millions d'euros. Donc c'est comme si là, on vous dit, tu vaux 5 millions d'euros parce que tu es vivant et tu as une vie. Donc tous les ans, tu vas payer un impôt sur 5 millions d'euros. Tu vaux 5 millions d'euros, donc ça veut dire que tu donnes sur 5 millions d'euros. On comprend mieux un peu la distorsion là, de la chose et le monde parallèle dans lequel on est, ou du moins on était pendant les débats sur cette loi. C'est ce que vous voyez des fois à la télé ou dans un film, une série, et que vous voyez qu'il y a un procès en cours parce qu'il y a eu un décès, un événement qui a entraîné la mort, et on parle de compensation. Combien est-ce qu'on paye pour arrêter le procès? Combien est-ce qu'elle vaut sa vie? Comment on calcule la vie de quelqu'un? Eh ben c'est ça. C'est la valeur statistique de la vie. On comprend mieux la chose maintenant? Donc voilà pourquoi cette taxe a fait scandale en France. Ça vous apporte un peu plus de détails du pourquoi, du comment, pour mettre les choses en relief et en perspective. Perspective, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Et pour terminer, on va terminer aussi sur un exemple très simple. Quelques articles sont sortis dans la presse sur les derniers jours. OpenAI, la société qui détient ChatGPT, est endettée de manière incroyable. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux, donc je ne vais pas m'engager sur des chiffres. Mais c'est une boîte qui vaut 500 milliards de dollars, ça le chiffre il est retenu, 500 milliards de dollars aujourd'hui. Donc si cette boîte-là avait été taxée, il faut savoir que ChatGPT, OpenAI, ne fait pas d'argent. Hein. Ils n'ont pas une trésorerie incroyable, ils ne font pas des bénéfices incroyables, mais par contre, ils valent 500 milliards parce que pratiquement dans le monde entier utilise ChatGPT. C'est ça qui fait la valeur de la boîte. C'est une application utilisée dans le monde entier, vous tous, pour des trucs tout bêtes. Des fois, vous allez aller sur ChatGPT. Et c'est ça qui fait que ça vaut 500 milliards de dollars. Par contre, l'argent, ils n'ont pas 500 milliards de dollars sur leur compte. Donc, avec une taxe comme ça, le risque, c'est quoi? C'est que derrière, on doit payer une taxe sur de l'argent qu'on n'a pas. On fait quoi? On vend les actions, on vend la société, on vend ce qu'on a pour pouvoir payer la taxe. Mais du coup, derrière, il n'y a plus de boîte. Donc, il n'y a plus rien à taxer. Donc, il n'y a plus d'argent qui rentre dans le pays. Donc, voilà un peu le résumé de cette taxe-là et le pourquoi pas mal d'entrepreneurs français, de grands dirigeants, Bernard Arnault a pris la parole récemment sur leur sujet et a dit que on a l'impression qu'en France, on fait tout pour qu'on parte. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. J'ai essayé d'être assez concis et assez efficace sur l'explication. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette émission et on va parler de conseils de vie, de pourquoi il faut apprendre à aimer les haters et les gens qui parlent mal sur nous. On se retrouve tout de suite pour ce sujet. Un gros sujet qui fait débat. Il faut apprendre à être confortable avec l'inconfortable. Dès le moment où vous allez comprendre que le fait que des gens parlent, ça vous est plus bénéfique qu'autre chose, vous avez déjà tout gagné et vous êtes déjà sur un pas en avant pour pouvoir évoluer plus sereinement. Alors c'est quelque chose qui est très difficile, surtout aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde revendique un peu tout et n'importe quoi des fois. C'est compliqué de se soumettre au regard des autres. C'est quelque chose qui est très difficile à faire. C'est pas un exercice facile, c'est pas un exercice qui est fait pour tout le monde. Donc il faut déjà être conscient que dès qu'on veut évoluer, dès qu'on sait qu'on peut être amené à quelque chose d'autre, c'est important d'être bien conscient que ça va pas plaire à tout le monde. On le disait plus tôt, mais on est dans un pays qui n'aime pas trop la réussite, qui n'aime pas trop les gens ambitieux et qui savent ce qu'ils veulent et surtout ce qu'ils ne veulent pas dans la vie. Ça plaît pas trop, donc bien sûr, ça va attiser de la jalousie, de la convoitise, de la haine. Des fois, ça va à ce niveau-là et c'est souvent pas ce que vous pensez. Ça peut être des gens beaucoup plus proches que vous. Donc pourquoi les haters, d'où vient ce format-là de gens qui vont cracher leur haine sur les réseaux auprès de gens qu'ils ne connaissent pas, qui ne connaissent pas leur parcours, ils ne connaissent pas leur vision, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ils vont cracher et déverser leur haine sur les réseaux. Là, on va parler plus centré réseaux sociaux.
Eh ben, d'un côté, c'est bien, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Par contre, il faut faire le travail bien en amont pour pas que ça nous atteigne, pour pas que ça vous, atteigne. C'est des gens probablement frustrés, c'est en général quelqu'un qui va avoir une convoitise comme ça ou une haine, d'où le terme haters, c'est qu'il voit quelque chose qui réveille en lui, de façon interne, psychologique, quelque chose qu'il n'aime pas, quelque chose qu'il n'a pas encore réglé, mais ça réveille des problèmes non résolus, voire quelqu'un qui réussit par exemple dans un domaine où cette personne-là aurait adoré réussir, ça va révéler quelque chose de ah ouais, elle, il réussit, moi j'y arrive pas, j'ai essayé, j'ai échoué. Bon, bah déjà on va avoir quand même un peu le seum contre la personne si elle réussit dans quelque chose où nous on a échoué. Après, voilà, faut toujours se relever. On va pas refaire les millions de vidéos Instagram que vous voyez tout le temps. Mais déjà, faut être bien conscient de ça. Quelqu'un qui commente, qui parle mal derrière vous, ou même devant vous, c'est mieux quand il parle mal devant vous, c'est pas rapport à vous, c'est plutôt un reflet de leur pensée et leur développement intérieur. Déjà, une fois qu'on sait ça, on est plus proche de pouvoir aller au-delà de tout ça. Faut juste vraiment, et c'est super important, en être conscient que ça va arriver, qu'il y a des gens qui vont pas aimer ce que vous faites, qui vont pas vous aimer aussi, et c'est ok, c'est très cool. Euh, on peut pas aimer tout le monde, on peut pas être aimé de tout le monde, donc super important à ce niveau-là. Maintenant, au-delà de ça, il faut réussir à comprendre aussi le fait que on dit toujours, vous l'entendez un peu partout, que une mauvaise pub est une pub. Oui, quelqu'un qui parle, il parle. Qui parle bien, qui parle mal, de vous, de votre projet ou peu importe, il parle quand même, donc ça fait de la pub, on en parle. Il y a un exemple qui illustre très bien la chose. Quand Cardi B avait gagné un Grammy, si je dis pas de bêtises, elle a eu cette réplique devenue culte, qui est même devenue un mème sur les réseaux, où elle a dit: je remercie tous mes haters du fond du cœur parce qu'ils téléchargent mes musiques pour les écouter et en parler en mal et me clasher dessus, mais moi ça me fait de l'argent. Elle a raison. Les gens streament, ils vont regarder, ils vont écouter ces musiques pour parler mal et dire oui, ceci, cela, machin. Elle en soi, elle s'en fiche, les gens parlent mal, elle s'en fiche, elle prend ses sous, elle prend ses écoutes et elle est bien. Et c'est ça, en fait, c'est cette vision-là qu'il faut réussir à avoir pour se rendre compte que c'est pas les gens qui payent vos salaires, c'est pas eux qui vous donnent à manger à la fin du mois, c'est pas eux qui payent vos loyers, c'est pas eux qui vont être là pour vous si jamais vous avez un problème ou quoi que ce soit. Donc dès qu'on sait déjà tout ça, que ça, le problème vient pas de vous, mais vient d'eux, que quoi qu'il arrive quand ils parlent, ça vous fait de la pub, bonne ou mauvaise, en vrai, on s'en fout, ça fait de la pub quand même, ça parle, ça fait des vues, ça fait de l'argent, c'est toujours bon à prendre. Euh, et que justement, il faut apprendre à les aimer parce que dans tous les cas, ça va être bénéfique pour nous. Mais c'est quelque chose, on revient toujours au regard des gens, on aime bien que les gens nous aiment. Et c'est vrai que quand on se lance dans un projet entrepreneurial ou peu importe, ou qu'on veut se lancer, je sais pas moi, dans la musique, dans la danse, pas nécessairement besoin de faire un business ou d'être dans l'entrepreneuriat, hein. Quoi qu'il arrive, les gens vont parler, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, les gens vont parler et ils auront toujours quelque chose à dire. La seule chose, c'est que voilà, il faut réussir à se distancier de tout ça, à apprendre à s'en foutre royal des gens. Et les gens qui parlent, tant mieux, qui parlent en bien ou en mauvais, ça vous fait de la pub, ça vous fait évoluer. Dites-vous juste qu'il y a des tables auxquelles vous n'êtes pas assis et vous êtes le sujet principal de discussion. Je sais que c'est le cas pour moi, c'est le cas pour vous aussi, c'est sûr dans 100% des cas, mais dites-vous juste qu'en fait que les gens ont des vies tellement vides que parler de vous leur rajoute un sentiment d'existence, parce que c'est ça aussi, ça a été prouvé psychologiquement. On vous mettra des liens d'études qui ont été faites par différentes universités un peu partout dans le monde. Mais voilà, des gens parlent à des tables auxquelles vous n'êtes pas assis, vous les calculez même pas et ça parle de vous, tant mieux. Ça fait des vues sur votre projet, ça parle de vous. Plus de gens sont au courant et c'est tant mieux. En bien ou en mal, les gens parlent, les gens parleront, quoi qu'il arrive. Il faut juste apprendre à s'en foutre. Une fois que vous avez réussi à faire ça, à vous en fiche, on va essayer de parler bien, à vous en fiche de ce que les gens pensent, disent ou tout ça, en fait, vous avez plus de limites et vous pouvez faire tout ce dont vous avez envie. Et retenez aussi ça, dire aux gens d'aller se faire foutre,
ça libère à un point incroyable. Et je vous quitte sur ça. C'est la fin de cette édition quotidienne du Nakacho. On se retrouve demain sur un nouveau sujet qui sera annoncé dans la matinée sur nos réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro et je vous dis à demain.